je suis Mayolek et je suis Disneyphile. L'Inde ne m'a pas fait très bonne première impression, qu'en sera-t-il de la seconde? Bon, déjà, rien que le fait que ce soit localisé par chez nous est meilleur signe. Et aussi que c'est une collaboration avec un autre studio indien. Le studio du Cirque du Soleil. Ok, je reconnais que ça pète un peu la classe. Arjun, le prince guerrier, reprend une vieille légende du pays sur un prince guerrier qui s'appelle Arjun. Raconter à sa sauce un conte qui existait déjà. Là, je reconnais le Disney que j'aime. Avant de se pencher en détail sur le fond, un mot global sur la forme. Visuellement, ça a sa patte. En dépit de quelques accélérés grossiers par moment, les modèles passent correctement et le jeu de lumière et d'ombre rend bien. On peut faire mieux, mais on peut largement faire pire. Les chansons d'accompagnement sont assez oubliables personnellement, mais appuient efficacement l'ambiance. Un grand merci au grand guerrier, nous te devons la liberté. Un grand merci au grand guerrier, nous venons te saluer. On part sous de meilleurs auspices que la dernière fois, ce qui n'était pas très difficile. Le film démarre sur une citation passe-partout, puis sur le prince d'un village qui s'entraîne à l'épée. Mon prince, c'est l'heure d'aller se coucher. Il est 18h. Comme le petit a l'esprit à son manche, comme bien d'autres à son âge, il veut que sa nounou le rassasie par un récit épique. Moi, ce que je veux, c'est que tu me racontes une histoire de guerrier. Non, non. Il est tard, il faut dormir. Réfléchis, quelqu'un comme moi, courageux, un héros. D'accord, c'est l'histoire du petit guerrier à douche-cœur qui ne voulait pas dormir, alors il s'est pris une déculottée si forte qu'il n'a plus chié pendant 10 jours. Je continue? Non, ça ira. Bonne nuit. C'était un saint, c'était un sage, c'était un homme béni des dieux. Je m'en lasserai jamais. Elle lui narre donc l'histoire d'Arjun, neveu du roi Dhritarashtra du royaume d'Hastinapur. Un jour, lui et ses 4 frères Yudhishthir, Bhim, Nakul et Sully ont perdu leur père Pandu, et je vais pas retenir tous ces noms, je vous avertis tout de suite. En gros, Arjun héros, papa mort, de vieillesse on va dire, accueilli chez son tonton roi avec ses frangins et entraîné aux armes par Monsieur Propre. Je vous jure, on voit que ça. Ce mec s'appelle Drona en vrai, et vu qu'il ressemble pas du tout à l'image du personnage dans la légende de départ, je ne peux que supposer qu'ils se sont inspirés de Monsieur Propre pour son design. Un hommage très percutant à la culture américaine. En tous les cas, Arjun prouve ses talents et son instinct aux yeux de son maître au fil des ans. Cependant, son cousin de l'autre branche, Duryodhana, va falloir que je le retienne ce nom-là, n'est pas content parce que le trône était censé lui revenir, mais maintenant qu'Arjun et sa famille sont là, c'est un peu précaire pour lui et son oncle fumeur. Il y a tant d'obstacles à franchir sur le chemin qui mène au trône. Ou je sais pas, il se prend pour un parrain de mafia. Par contre, je sais pas trop si c'est judicieux d'attenter à la vie d'un des frangins à la vue de tous comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Vous vous foutez de moi? Tout le monde était présent à ce moment-là. Un autre de ses plans consiste à faire défier Arjun en duel par un guerrier expérimenté lors d'un tournoi des élèves de Monsieur Propre. Mais ce tournoi est réservé aux élèves de Drona. Dans ce cas, ne t'a-t-il jamais enseigné que les armes doivent servir uniquement pour la guerre et pas pour la distraction ou pour les jeux? Alors, pourquoi il organiserait un tournoi amical entre ses élèves? Un tournoi organisé par Drona pour ses élèves. Comme Arjun a le sang chaud, il cède facilement à la provoque pour être sauvé juste à temps par le roi du ménage. Majesté, je vais devoir vous demander solennellement d'annuler le tournoi. Ou bien renvoie le guerrier chez lui et laisse les autres en profiter. Enfoiré. Le vieux roi actuel craint que cette querelle entre familles éclate en guerre directe et décide ainsi d'envoyer Arjun et les siens vivre en paix à Varnavat, une propriété recluse du royaume. Avant de partir, il dit au revoir à son maître qui lui enseigne une dernière leçon. Bah quoi? On t'a enseigné l'art de la guerre. Mais voilà, tu es terrifié. Il n'avait pas l'air tant que ça la veille. Il lui fait alors promettre d'être prêt à le combattre dans le futur. Pars maintenant. Tu as ma bénédiction.
Et n'oublie pas de bien nettoyer tes affaires avec mes lingettes. Mais après leur arrivée à Varnavat et une séance de passe qui sert à rien... Tiens, attrape. Je l'ai. Bim. J'ai la moitié des os cassés, mais à part ça, ouais, j'ai la balle. Un incendie se déclare en pleine nuit et ils sont obligés de fuir les lieux. Arjun. Tu te souviens de ton nom? On peut te le rappeler encore si tu veux. Oh, monsieur, je me la pète. Ton frangin faisait pas autant des caisses pour sauter un étage. La famille doit donc faire face aux hommes de Duryodhana qui ont déclenché le feu, et on a un passage violent assez fort, où en voyant l'aplomb de son frère au combat, Arjun comprend davantage qu'il a beaucoup à apprendre pour avoir le courage de se battre, dans un plan efficace qui montre l'insouciance du passé qui brûle à plus d'un sens. Oui, je vous cache pas que pour l'instant, on a un récit d'épopée assez correct. Ça va pas tarder à dégringoler, malheureusement. Dans leur vagabondage, notre bonne famille passe à côté d'une ville, Campilia, où il se déroule un tournoi d'archers pour avoir la main de la princesse du royaume et donc l'appui de son roi. Ah, ben ça tombe bien. Bon, je pourrais me plaindre qu'on mette encore en avant une femme trophée, mais bon, au moins ici c'est justifié par le contexte de l'époque. J'imagine que je dois un peu parler de cette scène où il faut décocher sa flèche sur un poisson doré sacré, vu que c'est ce qu'ils mettent en avant sur la jaquette. Mais la seule chose que je trouve à dire, c'est... ça marche pas trop comme ça, la physique. Tu devrais clairement pas pouvoir tirer aussi fort et droit sous l'eau, Arjun. On n'en est pas encore au stade où t'as une force surhumaine, mec. Enfin bref, Arjun n'est pas le seul que cette expérience a fait mouiller, et la famille peut retourner auprès du roi de leur pays la tête haute avec une femme influente sous le bras. Comment t'appelles-tu? Krishna Draupadi, fille du roi de Panchal. Je n'essaierai même pas de prononcer ça. Tu portes pour l'instant le titre de princesse, mais bientôt tu porteras le titre de reine. Le roi essaye encore vainement de conserver la paix en coupant la poire en deux, c'est-à-dire en léguant une moitié de royaume à chacun. Le trône du royaume d'Hastinapur appartient au prince Duryodhana. Quant au prince Yudhishthir, eh bien, je le proclame en roi du Kandavaprastha. C'est le frère aîné qui va être roi, donc. Donc, c'est lui que la princesse va épouser et pas Arjun. Ou bien il se la partage, c'est pas clair. Mais Duryodhana n'est pas partageur, même quand il s'agit de marécages à peine habités. Ouais, c'était un peu un deal de merde en fait, merci le roi. Cet état est dû à des attaques fréquentes de bandits. Cet endroit est sans cesse la proie de bandits. J'imagine que l'armée du beau-père peut aider pour ça. En fait, il envoie juste un seul lieutenant. Je suis Krishna Vasudev. C'est mieux que rien, on va dire. C'est Duryodhana qui est derrière tout ça, j'en suis sûr. Comment il a pu planifier toutes ces attaques avant votre arrivée alors qu'il a appris que vous régnerez ici en même temps que vous? Tout le royaume est dévoré par la cupidité. C'est à vous de faire quelque chose. Vous devez rétablir la paix à travers le pays. Oui, bien sûr. Tu veux qu'on ressuscite Jésus pendant qu'on y est? Comment doit-on s'y prendre? Avec courage, conviction et détermination. Et sinon, concrètement, on n'aura pas de réponse à ça. Et il part faire une promenade de nuit avec Arjun pour faire face aux bandits directement à deux. Sans déconner, ils battent tout un groupe à eux seuls. Même les frangins participent pas. C'est plus intime comme ça. Sinon, oui, c'est censé être le moment pivot où notre héros brave sa peur et peut tuer des adversaires à tour de bras sans trembler. Une transition qui aurait pu se faire de façon un peu moins abrupte, je trouve. En fait, c'est à partir de là que ça commence à devenir réellement ennuyeux. Tout va s'enchaîner trop vite.
D'accord, la nounou a fait une pause dans son récit et on est le lendemain. Ça aurait été cool de rendre ça un peu plus fluide. On veut appuyer que ce n'est pas anodin que cette histoire soit racontée à un jeune prince par sa suivante, mais je ne saisis pas l'intérêt d'étaler le récit sur une longue durée, là. On pouvait juste revenir régulièrement sur eux alors qu'elle racontait ça d'une traite. Je veux l'histoire en entier, avec tous les détails, les combats, les expéditions. Il le voulait pas tant que ça en fin de compte. Bref, en une ellipse bien grasse, roi Yudhishthir et compagnie ont bâti un opulent royaume à partir de ces marécages. On précisera pas un tant soit peu comment par contre. Avec courage, conviction et détermination. Oh ta gueule. Et ça emmerde Duryodhana qui apparemment n'a rien tenté d'autre contre eux durant toute cette période. Et comme désormais la différence de puissance militaire penche en sa défaveur, c'est son tonton qui va se charger de la contre-attaque. Dans la scène de loin la plus débile et irritante de tout le film. Que dirais-tu si je te prédisais que Yudhishthir te remettra lui-même les clés de son royaume? Vraiment, passe une radio des poumons, vieux, tu m'inquiètes. Le plan consiste à défier leur roi rival amicalement au jeu de dés. Eh bien, j'accepte. Mais à moi l'honneur de choisir les dés. Ah, bien entendu. Et on ne le voit pas choisir. En fait, on n'établit absolument aucune règle. C'est juste tonton fumeur qui balance les dés et qui dit « J'ai gagné !» Gagné. Et c'est tout. Y a rien de plus que ça. Il le lance dans des paris insensés où il met en jeu ses richesses, ses armées, son peuple, etc. Et à chaque fois, il suit bêtement et c'est un lancer de dés censé être au hasard où ils perdent à chaque putain de fois. C'est comme ça qu'ils vont tout perdre. Allez vous faire enculer! Au bout de 3-4 fois, il se dit pas ok, on arrête les frais, c'est pipé, il essaye même pas de les accuser de triche alors que c'est putain d'évident! Merde, on l'entend crier qu'il a gagné avant le résultat! Il s'est gagné. Le jeune roi Concon en vient jusqu'à parier ses frères un par un! Tous les frères du roi, et finalement Yudhishthir lui-même, furent perdus au jeu. Et même la princesse y passe! Arjun! Ne le laisse pas faire! Arjun! Viens m'aider! Non, il faut qu'on se laisse humilier publiquement en jouant bêtement le jeu de notre ennemi. C'est la seule voie honorable à suivre. Cette scène m'a totalement sorti du film. Vous aviez 36 façons de mettre en place un pari truqué, un duel, des épreuves recherchées, que sais-je. Mais vous avez choisi une voie qui fait passer notre groupe de héros pour une bande de demeurés. Jusqu'à présent, je profitais du film. À partir de maintenant, je vais le subir. À la fin, ils se font tous bannir pendant 13 ans du royaume, qui appartient désormais totalement à Duryodhana. Maintenant que cette terre, que ce royaume est entièrement à toi, que vas-tu donc en faire? Le réduire en cendres. Ok, vil McConnard, comme tu veux. Je pensais que tu cherchais juste à avoir le pouvoir, mais si tu veux devenir un gros méchant destructeur pour le plaisir maintenant, à ta guise. La famille s'exile donc, alors qu'Arjun décide de suivre son chemin de croix dans son coin, mais pas avant que... Machine vienne lui faire un dernier discours amer. Je te demande de n'avoir plus en tête qu'un seul but. L'anéantissement des Kauravas. Je te demande de passer ces 13 prochaines années à ne vivre que dans l'attente de cette vengeance. Et c'est la dernière fois qu'on la verra. Son seul rôle, ça aura été d'appuyer la notion de vengeance haineuse que le héros ne devra pas suivre. Et c'est le seul perso féminin important du film. À nouveau, autre époque. Arjun part donc faire son pèlerinage à la terre des dieux. À Uttar-Kuru. Uttar-Kuru? Ouais, ça. Et en pleine communion avec la nature, il tue un animal qui passait par là par réflexe défensif. Les dieux répondent en le transformant lui-même en sanglier. Excusez, mauvais film. Non, il lui envoie un simili-ermite farfelu dont on ne sait pas s'il pleure ou s'il a un orgasme. En fait, il s'agit du dieu Shiva, qui voulait déconner avec Arjun à la Yoda sans raison particulière, avant de le tester en l'assommant, puis en le laissant en plein désert magique combattre une horde de monstres hybrides.
Écrase-les, écrase-les. Radical le test. Et c'est dans ces moments-là qu'on sent qu'ils avaient pas le budget pour bien faire passer tout ce qu'ils voulaient. Mes oreilles se ferment à ton fiel. Vivement la démo jouable sur PS3. Ta mort, toutes tes peurs, j'ai scellé de ton cœur. Le chanteur nous fait une attaque, il faut que j'appelle une ambulance. En tout cas, Arjun réussit l'épreuve de force et en récompense reçoit son arc de lumière pour combattre Ganon. Et fin du récit, ouais, la nounou nous balance, c'est tout. Sais-tu, toi, où ils sont allés pendant leur exil? Personne ne sait où ils sont. Elle est pourrie ton histoire, y a pas de conclusion. Parce que voilà, en réalité, nous sommes 13 ans après ces événements, et la nounou s'avère être Arjun. Arjun? Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler par mon nom. Et il a un sacré talent vocal. Rien à voir avec les imitations pourries que je fais. Il se cache dans ce village avec ses frères, en attendant de pouvoir réclamer leur droit de main dès l'échéance. Qu'est-ce qui lui arrive? Il m'a encore appelé par mon prénom. Une seule erreur et nous sommes de nouveau bannis pour 12 ans. Par contre, à côté, c'est pas un problème que je parle avec ma voix d'homme. Ils sont approchés par leur pote Igor. Krishna? Oui, c'est ça, qui les prévient qu'on les espionne, et c'est tout. Il participera à rien d'autre, et ça n'empêche pas l'espion en question de rapporter leur position à Duryodhana. Duryodhana qui, comme son oncle, n'a pas pris une ride. 13 ans, c'est rien. Ils foncent alors à l'assaut du village en attirant leurs soldats avec un petit contingent et en assiégeant la ville avec le gros des troupes. À la tombée de la nuit, toute la cité sera entre nos mains. Mais pas Arjun et ses frères que tu auras attirés ailleurs normalement. C'est pas censé être ça ton objectif principal? D'ailleurs, ouais, tous les frangins partent s'occuper de la petite chair à canon sans qu'on les voie participer à rien. Heureusement que vous étiez là, les gars. Ainsi, le village, peuplé quasi uniquement de femmes et d'enfants, est assiégé. C'est alors qu'Arjnounou et le petit prince sortent pour se préparer à la bataille. Oui, il implique l'enfant là-dedans, avant d'enfiler une tenue plus confortable. Arjun? Et ça fait des mois que je fantasme sur toi! Bizarrement, ça ne me dérange pas plus que ça. Arjun qui est vraiment devenu un putain de dieu, décochant des flèches par centaines, commandant aux créatures, maniant les lames fouées qui tranchent les gens 10 par 10. Par contre, quand il est au sol, il se barre à l'épée plutôt normalement. Peut-être que sa force venait de son char. En tout cas, lui et le petit ont de la chance que les soldats viennent les attaquer un par un à partir de là. Son ancien maître surgit alors pour lui lancer un duel parce que, hey, on vous avait prévenu que ça arriverait. Et Monsieur Propre nettoie tout, même les élus des dieux. Ouais, l'élève n'a pas surpassé le maître. Fin? Non, parce que le gros méchant a décidé d'être débile et s'incruste dans le combat juste après. Mais suite à une flèche bien placée dans les couilles de son éléphant, Legolas aurait dû y penser, tiens. Il le fait tomber à terre et, après une rixe unilatérale, là à sa merci. Je me suis battu pour protéger Virat. Je ne me suis pas battu pour te tuer. Contrairement à ce que ma conne de femme espérait. Alors va-t'en! Pars très loin de Virat. Et ne reviens jamais. Mec, t'as l'opportunité de tuer et destituer le type au centre de tous les problèmes, et tu le fais pas parce que la vengeance c'est caca. Si tes idéaux c'est la paix, la vie et tout le tout-team, on te donne la chance de mettre un terme au massacre tout de suite, et tu la saisis pas? T'es complètement con! En plus, c'est là que ça se termine. Evil McConnard se replie pour combattre un autre jour. Rideau, merci, au revoir. Vous pensiez sortir une suite?
À ce moment-là, fallait mieux y réfléchir. Ce film est particulièrement frustrant parce qu'il part d'une légende qui a une très bonne prémisse, mais il la rend beaucoup trop dense. Ça se ressent surtout dans le dernier tiers où tout paraît trop expédié et mis en place et en scène de façon grossière. Et j'ose espérer que c'est pas aussi vulgairement amené dans la légende initiale. Soit il fallait vraiment penser à faire plusieurs films à l'avance et donc bien mieux gérer le rythme de votre histoire, soit il fallait mieux savoir quoi couper et simplifier pour rendre le récit plus fluide et satisfaisant. Ça a un arrière-goût de pétard mouillé et c'est franchement dommage. Pour la prochaine fois, on va un peu laver ça avec du Disney qu'on connaît bien par chez nous, avec un bon top 10. C'était Mayolek, n'oubliez pas d'être Disneyphile. C'était les fourbes, les faux, les mal appris, se méprisant les plus petits, semant la haine, peur et frayeur qui le fuyaient lui. C'était un saint, c'était un sage. Le film démarre sur une citation passe-partout, puis sur le prince d'un village qui s'entraîne à l'épée. Oui, il s'entraîne, il y a plusieurs. Il s'entraîne à l'épée.